J'ai toujours trouvé que l'exercice consistant à tirer les conclusions d'un colloque, d'une conférence à laquelle on n'a pas vraiment assisté, qu'au final ridicule, je me dis toujours pas envie de ne pas le livrer. Enfin, bon, on apprend. D'ailleurs, c'est dans cette salle, c'est la deuxième fois que je me livre à cet exercice qui montre que ça va avec la fonction. J'ai écouté la dernière table ronde, et ce que j'ai vu les thèmes que vous avez discuté aujourd'hui, ce grand défi. Et je disais que peut-être en conclusion, ça va être trop long, puisqu'il y a un cocktail qui attend, et que j'en ai été long. Il fallait peut-être revenir sur les raisons qui nous empêchent d'aborder ce grand défi, on peut reprendre les deux titres de la conférence, de l'appréhender d'une manière aussi pleine, aussi complète que ça pourrait être souhaitable. Car si nous voulons connaître d'aborder ce défi, on ne peut pas être très fiers. Nous sommes en train d'aborder notre 4e de réforme de retraite en 20 ans. La crédibilité de notre système de retraite est faible. Le rapport de Yannick Moreau relevait que 80% à peu près des jeunes n'avaient pas confiance dans le système de retraite, et pour ça vous ne pouvez compter que sur eux-mêmes pour assurer leur vieux jour. On vient de parler de l'investissement social et des limites des politiques d'investissement social, qui pourtant est un rendement collectif potentiellement élevé. On peut parler aussi du taux d'activité des seniors, sur lequel nous battons tout de même des records peu enviables. Alors, bien sûr, les réponses sont apportées. On fait réforme de retraite après réforme de retraite, on traite les problèmes. Mais le coût d'une approche partielle, faiblement crédible, est important. Parce que ce sont les règles du jeu, collectif qui sont en cause. Et dans ce domaine, comme dans d'autres, la confiance dans ces règles du jeu est un facteur très important des comportements individuels. La clarté des règles du jeu est un facteur très important des comportements individuels. Moi, je rêve d'un système dans lequel on connaîtrait les règles du jeu, les paramètres, au moment où on entre sur le marché du travail. Pas quelques une ou deux décennies avant d'en sortir. Ce serait quasiment un devoir, de montrer aux jeunes qui entrent sur le marché du travail, de devoir dire voilà la règle du jeu. Alors bien sûr avec des éléments qui seraient paramétrables, en fonction de l'évolution de l'économie, d'une incertitude qu'il peut y avoir. Mais tout de même, dans l'économie, les règles du jeu. Or, il y a peu d'appétence en France pour des réformes de ce type, pour des réponses de ce type. Il y a peu d'appétence pour la réforme systémique. On peut reprocher au gouvernement de ne pas avoir engagé une réforme systémique. Mais personne ne l'a demandé. La CFDT, oui, il est encore pas si fort. Personne n'a vraiment d'appétence pour des réponses de ce type. Or, une réforme de ce type ne se fait véritablement que si un consensus minimum, que si la société est convaincue que c'est comme ça qu'il faut traiter les problèmes. Si la société pense qu'il faut passer à la prochaine marche et puis qu'on verra pour la suivante, inévitablement, les politiques sont enclins à apporter ce type de réponse, ce qu'ont fait tous les gouvernements, encore une fois, depuis longtemps. Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? Donc c'est ça la question pour laquelle je vais dire quelques mots. C'est surprenant parce que le problème auquel nous sommes confrontés est très lourd, on est tous convaincus, mais il est multiforme. Il y a des aspects qui tiennent à la retraite, des aspects qui tiennent à la santé, des aspects qui tiennent au marché du travail, des aspects qui tiennent à l'organisation de la vie dans des services, dans une société vieillissante, bien sûr. Mais c'est un problème qui intellectuellement, est quand même parmi les plus faciles à maîtriser. À la base, on parle d'arithmétique. On parle de quelque chose qui est beaucoup plus simple qu'une série de problèmes qui se posent à nous. Il n'y a pas fondamentalement de problème cognitif derrière cette affaire. Et l'incertitude est limitée, puisque l'incertitude sur la démographie est très faible. Alors, on a des incertitudes sur le coût de la santé, par exemple. Donc il y a des éléments d'incertitude. Mais l'incertitude est beaucoup plus faible qu'on a d'autres domaines. Prenons, par exemple, deux autres problèmes que nous sommes confrontés, le problème de la dette et le problème du climat, qui sont aussi des problèmes à caractère intertemporel, de soutenabilité, etc. Bon, sur le problème de la dette financière, le problème est simple, effectivement.
l'incertitude est gigantesque. Puisque l'incertitude, l'évolution de la dette, c'est un choc régulièrement qui, en marche d'escalier, nous fait gagner 10-20 points de dette. Quand on regarde l'évolution des ratios de dette publique dans les différentes économies, on a ces évolutions heurtées qui correspondent au fait qu'on a des aléas importants à la hausse, et donc on est dans un univers qui est fondamentalement marqué par l'incertitude. Et en plus, on ne sait pas quel est le niveau qui assure la soutenabilité financière. On ne sait pas si aujourd'hui les économies avancées doivent viser 40% de dette publique, la moitié des crises financières dans les pays émergents se sont passées avec des niveaux de dette publique inférieurs à 40%, ou bien s'ils peuvent aller jusqu'à 200%, à l'image de la dette de l'après-guerre ou de la dette du Japon. Donc on a une incertitude considérable sur le risque qu'on court, qui est beaucoup plus grande que dans le domaine dont on parle. Prenons le climat. Le climat, c'est encore beaucoup plus compliqué, parce que le climat, on a tout ce qu'on appelle l'irréversibilité des choix. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il faut traiter le climat avec la technologie d'aujourd'hui, qui est coûteuse, ou avec la technologie de demain, qui est potentiellement beaucoup moins coûteuse, mais à risque qu'entre aujourd'hui et demain, ce soit pas des irréversibilités. Donc le débat intellectuel sur le climat est à juste titre un débat difficile, puisqu'on peut intellectuellement comprendre les arguments des tenants des deux thèses. Ceux qui disent agissons tout de suite parce qu'on va créer des irréversibilités, ceux qui disent non, attendez, aujourd'hui on a peut-être d'autres priorités, on a peut-être d'autres manières d'utiliser des ressources rares, ne serait-ce que par exemple sur les questions de pauvreté, il vaut mieux faire ça et investir dans la technologie pour que demain on ait des technologies qui nous permettent de traiter de manière beaucoup plus efficace ces questions climatiques. Alors donc tout ça dans la question du vieillissement, c'est beaucoup plus simple. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un problème de diagnostic? Je pense qu'on a progressé sur le diagnostic. Rappelez-vous quand même qu'il y a 15 ans, on se déchirait sur les diagnostics, entre les rapports Charpin, Tolade, qui disaient des choses radicalement différentes. L'un des deux, je trouve, était faux. Mais se trouve quand même qu'à l'époque, ça avait créé quand même une certaine confusion, ce qui a donné lieu à la création du corps, et ce qui a permis réellement de construire un diagnostic un consensus sur le diagnostic. Alors, je sais que Clément Soulier a critiqué ce consensus en disant qu'on négociait un peu trop les éléments du diagnostic, et qu'il fallait mieux négocier des solutions plutôt que négocier des diagnostics, chose avec laquelle je suis en parfait accord. Enfin, le corps a quand même utilement exploré différentes perspectives, différents scénarios macroéconomiques pour que graduellement chacun se convainque qu'on pouvait explorer toute une gamme de scénarios, le point de vue démographique restait toujours présent, et donc qu'il y avait une dimension du problème qui résistait à des idées de réponses macroéconomiques alternatives. Donc je pense que c'est très positif d'avoir construit cette base de consensus commune, même si certains peuvent dire qu'elle est un peu trop optimiste et qu'on pourrait envisager des scénarios plus pessimistes. Donc ça, c'est l'aspect positif. Sur les raisons pour lesquelles, malgré donc, ces éléments de consensus, malgré l'absence d'incertitude marquée, malgré l'absence de problèmes cognitifs, il y a une difficulté à appréhender ces problèmes. Il me semble que ça renvoie à plusieurs choses. D'abord, ça renvoie à la méfiance que nous avons, notre société a à l'égard des institutions et de leur capacité à traiter des problèmes de ce type, des problèmes intertemporels. C'est un enjeu politique, ou d'économie politique, qui dépasse de très loin le point de vieillissement, qui tient à ce que il y a collectivement de la méfiance à l'égard des institutions qui sont en charge des questions intertemporelles. Moi, j'étais frappé dans le travail que nous avons fait pour préparer la réflexion du gouvernement sur la France de 10 ans, qu'on retrouvait ceci dans toute une série de domaines. C'est-à-dire qu'on a ce paradoxe que les Français sont aujourd'hui encore assez confiants à l'égard de la science, assez scientistes, fondamentalement, peut-être plus scientistes que d'autres, mais en même temps fondamentalement méfiants à l'égard de la capacité de leurs institutions à
à traiter les problèmes que posent les enjeux scientifiques. Donc, d'où le débat sur les OGM, d'où le débat sur toutes les innovations scientifiques et leur usage, parce que ce n'est pas une méfiance à l'égard de la science, c'est une méfiance à l'égard des institutions. Et cette méfiance à l'égard des institutions, elle se retrouve aussi sur la question dont on parle aujourd'hui. La deuxième difficulté, c'est probablement celle qui tient à l'interaction entre questions interindividuelles et questions intergénérationnelles. Bon. Alors là, il faut dire que les problèmes intergénérationnels, c'est pas devant Jean Relanzi que je veux dire ça, puisqu'il a parrainé des travaux qui ont été conduits sur la construction d'outils permettant d'apprécier les problèmes intergénérationnels de manière beaucoup plus précise. Je fais référence aux travaux d'Hippolyte Dagbie sur lesquels nous avons fait, j'avais été là un colloque au mois de juillet. Ça, d'avoir des outils précis pour aborder les problèmes d'équité intergénérationnelle, c'est une difficulté, c'est quelque chose sur lequel on progresse. Mais l'interdépendance, l'interaction entre un problème intergénérationnel et un problème d'équité interindividuelle est un problème compliqué, et c'est un problème sur lequel il faut avoir là aussi une certaine confiance pour accepter qu'on sépare les deux, c'est-à-dire qu'on se dit d'une certaine manière, on va traiter le problème intergénérationnel et puis on a d'autres outils pour traiter le problème d'équité interindividuelle. Enfin, à chaque fois, on repose la question de l'équité interindividuelle dans le traitement des différents problèmes, et notamment des problèmes intergénérationnels. Donc on a cette difficulté-là sur laquelle on bute, et dont on voit bien qu'à chaque fois ça empoisonne le débat sur les questions de retraite comme d'autres. Et enfin, je crois qu'on a une culture politique qui ne prête pas ou ne se prête pas à un investissement dans un système un ensemble de principes, un ensemble de cette projection de long terme, cette idée que la mission politique, c'est aussi de résoudre des problèmes pour le long terme. Quand on voit un politique français qui nous dit qu'il faudrait équilibrer les systèmes sur 40 ans, en sorte que chacun comprenne quelles sont les règles du jeu au moment où on entre dans la vie active, on suscite en général une assez grande incrédulité. C'est-à-dire que la réaction du politique, ce n'est pas celle-là. La réaction du politique, c'est de dire je résous le problème qui se pose à moi. Le problème qui se pose à moi, c'est comment j'ai l'équilibre à l'horizon de 10 ans ou de 20 ans. La question de savoir ce qui se passera après, il se passera des tas de choses entre aujourd'hui et demain, et donc je n'ai pas de raison de m'en préoccuper, puisque il suffira que la génération suivante, celui qui me succédera, s'en préoccupe. Et c'est cette idée, cette permanence du discrétionnaire dans la culture politique française, cette idée qu'au fond ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de prendre une vue longue, que la succession de décisions à chaque fois s'attachant à traiter les problèmes suffit à apporter une réponse, qui est aussi un obstacle. Mais ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans notre culture et qu'on retrouve en fait sur toute une série de sujets sur lesquels, par rapport à d'autres, par exemple par rapport à une culture allemande qui résonne très spontanément, de manière très systématique en termes de règles, en termes d'approche, qui ne font pas confiance à la décision instantanée, mais qui essaient d'encadrer la décision instantanée par un ensemble de règles. Nous avons, pour le meilleur, d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'affronter des situations inédites, et pour le pire, lorsqu'il s'agit de ne pas affronter des phénomènes certains, une culture du discrétionnaire qui aussi se manifeste. Donc, voilà, c'est la situation dans laquelle on est. Bon, je voudrais terminer sur un constat pessimiste. Alors, si je voulais terminer sur un constat pessimiste, je ferais autre chose que ce que je fais aujourd'hui. Je crois qu'il y a possibilité, effectivement, dans ce domaine de progresser. Je pense que le fait d'allonger l'horizon de la décision, d'allonger l'horizon de la réflexion, c'est quand même une tendance qui se manifeste et qui s'est manifestée récemment, même si vous allez dire que c'est un horizon très court par rapport au problème qu'on traite aujourd'hui, en fait qu'il nous a été confié une réflexion sur la France à l'horizon de 10 ans. Je pense qu'on a une capacité de progresser, de se saisir mieux de ces enjeux. Je crois que la mission de ceux qui travaillent dans ce domaine, la mission de ceux qui construisent des outils, c'est vraiment d'essayer d'apporter des instruments intellectuels qui vont permettre de progresser et de faire que
on passe à l'étape suivante, puisque finalement, si on a passé au cours des 10-15 dernières années l'étape du diagnostic sur un certain nombre de sujets, il faut peut-être passer l'étape suivante de l'expérimentation, de la définition et de l'évaluation de différents types de solutions et surtout celle de la conviction du fait qu'il y a mérite à répondre sur un horizon long à des questions plutôt que de se confier encore une fois à la succession de décisions qui à chaque moment pourraient paraître suffisantes. Merci.